Le Niger a approuvé ce vendredi la nouvelle convention d'exploitation d'uranium avec le groupe français Areva. Cette convention concerne 2 mines d'uranium situées dans le nord du pays. L'ancien président malgache Marc Ravalomanana, en exil depuis 2009, est rentré ce lundi dans son pays, prenant apparemment de court les autorités qui l'ont immédiatement mis aux arrêts. Le virus d'Ebola continue de faire courir le monde alors qu'au Libéria, le personnel de santé maintient sa grève. La France, quant à elle, met en place un dispositif de contrôle sanitaire. Vous êtes sur Sika et vous faites bien d'y rester, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue à ce journal que nous démarrons par la Centrafrique. La présidente de la transition centrafricaine, Madame Catherine Samba Panza, entame ce mardi une série de rencontres avec les forces vives de la nation. Objectif, mettre fin au désordre que connaît le pays, ont annoncé ce lundi ses services. Madame Samba Panza recevra des délégations de mardi à vendredi selon le programme diffusé à la radio d'État sans autre précision, appelant ses concitoyens à reprendre les activités normales. Après 5 jours de violence à Bangui, le Premier ministre centrafricain, M. Mahamat Kamoun, avait annoncé ses consultations dimanche soir. La présidente Samba Panza doit, selon lui, engager une série de rencontres avec l'ensemble des forces vives de la nation afin de réaffirmer sa volonté de conduire la transition dans un climat apaisé et sa détermination à conclure dans les meilleurs délais cette parenthèse de l'histoire politique de la Centrafrique par l'organisation des élections. Et puis rappelons que les violences qui avaient éclaté le mardi 7 octobre dernier à Bangui ont fait au moins 10 morts, dont de nombreux blessés et des milliers de déplacés, dont bien évidemment un casque bleu pakistanais. L'ancien président malgache Marc Ravalomanana, en exil en Afrique du Sud depuis 5 ans, est arrivé hier dans son pays, prenant apparemment de court les autorités malgaches. Celles-ci n'ont pas hésité à ordonner aussitôt son arrestation. Reportage. Du beau monde, Marc Ravalomanana, l'ancien président malgache, en a attiré, quoiqu'il ait effectué son comeback au pays en toute discrétion. Mais à peine rentré, il a été cueilli à froid par une quarantaine de gendarmes d'élite dépêchés sur les lieux. Portes défoncées, des débris jonchant le sol, l'opération a été menée sans ménagement. L'homme est toutefois parvenu à improviser un bref meeting et un point de presse sur le perron de son domicile. Je suis très content et je voulais me montrer devant vous. C'est ce qu'on appelle un show-up pour vous montrer que c'est vraiment moi. La suite, Marc Ravalomanana ne sera plus libre de ses mouvements. Ses partisans sont partagés entre sérénité et révolte. Vous ne devriez pas avoir peur comme ça. Relâchez juste notre leader, c'est tout ce qu'on demande. On fait appel à tous les partisans de Marc Ravalomanana, à tous les députés. Allons chercher Ravalomanana. Pour toute réponse, le président malgache en exercice a précisé que Marc Ravalomanana n'a pas été arrêté. Il n'a non plus été emprisonné. Il aurait juste été mis en sécurité contre les menaces de toutes sortes. Marc Ravalomanana, 64 ans, a été condamné 3 fois de suite par contumace sous le régime d'André Rajoelina, l'ancien maire d'Antananarivo, qui l'avait renversé et s'était installé au pouvoir. Mais l'ancien dirigeant n'a jamais reconnu la valeur juridique des condamnations prononcées à son encontre, estimant qu'elles avaient été prononcées par un tribunal fantoche en son absence. Le Niger à présent a approuvé ce vendredi la nouvelle convention d'exploitation de son uranium avec le groupe français Areva. Cette convention d'exploitation concerne 2 mines d'uranium situées dans le nord du pays. L'approbation de cette convention a fait l'objet d'un conseil des ministres tenu ce vendredi à Niamey au Niger. Reportage. Le Conseil des ministres a examiné et adopté des projets de décret portant approbation de 3 conventions minières dans le cadre du renouvellement des conventions entre l'État du Niger et la Somaïr d'une part et la Cominac d'autre part qui ont expiré le 31 décembre 2013, a indiqué un communiqué du Conseil tenu ce vendredi. Le Niger et Areva ont signé le 26 mai 2014 un accord dit de partenariat stratégique devant conduire à la signature des nouvelles conventions régissant la Somaïr
gérer la Cominac, les deux sociétés exploitant les mines d'uranium qu'Areva contrôle partiellement. Cette signature de convention devait intervenir au plus tard le 30 juin, mais a été retardée pour des raisons non précisées. Pour parvenir à cet accord qui porte sur 5 ans et sera renouvelable, Areva a accepté, après 18 mois de négociations, qu'une loi minière datant de 2006 soit appliquée aux 2 mines situées dans le nord du Niger. L'application de cette loi fera croître la redevance minière de 5,5 à 12%. La conclusion d'un tel accord est cruciale pour Areva et la France, où 75% de l'électricité produite est d'origine nucléaire. Il s'agit pour le géant du nucléaire français de maintenir au meilleur coût possible sa présence au Niger. Pour le Niger, 4e producteur d'uranium au monde, mais aussi l'un des pays les plus pauvres de la planète, l'enjeu est le contrôle de ses ressources naturelles. Les ONG Oxfam et Réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ont demandé la publication de ces contrats, crucial pour que la transparence de ce dossier soit totale. Un autre élément à présent dans ce journal, le secrétaire d'État américain John Kerry a insisté ce lundi en Égypte sur la nécessité de garantir la liberté d'expression. C'était lors d'une rencontre avec le président Abdel Fattah al-Sisi. C'était en marge également de la rencontre de Caire sur le financement de la reconstruction de la bande de Gaza. Reportage. En marge de sa participation ce dimanche à la conférence des donateurs qui ont promis une aide de 5,4 milliards de dollars pour la reconstruction de la bande de Gaza, le chef de la diplomatie américaine a tenu à avoir un tête-à-tête avec le président égyptien Al-Sisi. Lors de leur entretien, John Kerry a rappelé l'importance des relations bilatérales américano-égyptiennes et promis que les États-Unis feraient davantage pour aider l'Égypte à retrouver sa croissance économique et sa prospérité. Mais il a aussi insisté sur l'importance d'une société civile dynamique et la nécessité de donner la possibilité à tous les Égyptiens de faire entendre leur voix. Le président Sisi, l'ancien chef de l'armée qui a destitué et fait arrêter en juillet 2013 l'islamiste Mohamed Morsi, premier chef de l'État démocratiquement élu en Égypte, mène depuis lors une sanglante répression de l'opposition islamiste, puis libérale et laïque. Depuis la chute de Mohamed Morsi, quelques 1400 manifestants pro-Morsi ont été tués par la police et l'armée, dont 700 en une seule journée au centre de Caire, le 14 août 2013, et plus de 15 000 partisans du président déchu ont été emprisonnés. Des centaines d'autres ont été condamnés à mort ou à de très lourdes peines dans des procès de masse expédiés en quelques minutes, qualifiés de sans précédent dans l'histoire récente du monde par les Nations Unies. Al-Sisi et John Kerry ont également parlé de la menace posée par les djihadistes de l'État islamique, de la sécurité en Libye et des moyens d'enrayer la progression du virus Ebola. Winnie Madikizela Mandela, la première épouse de Nelson Madiba Mandela, va mal. L'ancienne première dame sud-africaine a subi ce lundi une intervention chirurgicale pour diabète. Reportage. Je souhaite à ma mère un prompt rétablissement et bonne chance pour l'opération. Je t'aimerai toujours, a déclaré Zindzi Mandela, l'une des deux filles du couple. Égérie de la lutte anti-apartheid durant les 27 années d'emprisonnement de son ex-mari, Winnie a 78 ans et souffre de diabète. L'opération vise à améliorer sa circulation sanguine. En 2011, elle avait été hospitalisée à 2 reprises pour une douleur à la cheville, puis pour un problème de diabète. Figure controversée de la résistance à l'apartheid pour avoir personnellement encouragé la violence, Winnie a été l'épouse de Nelson Mandela de 1957 à 1996. De son vrai nom Nomanzo Winfred Madikizela Mandela, elle a été présidente de la Ligue des femmes de l'ANC de 1993 à 1997 et ministre adjointe des arts, de la culture, des sciences et des technologies dans le gouvernement formé après les premières élections multiraciales de 1994, puis renvoyée pour insubordination. Revenue au premier plan lors de la longue maladie de Nelson Mandela, décédée en décembre 2013, elle est actuellement députée au Parlement sud-africain. Parlons à présent du mal de l'année, le virus d'Ebola qui continue de faire courir le monde entier alors qu'au Libéria, le personnel de la santé maintient sa grève. D'autres pays comme la France réfléchissent aux dispositions à prendre pour renforcer leur système de sécurité sanitaire. Reportage. Le Libéria a enregistré à lui seul 2316 morts
de la fièvre hémorragique sur un total de 4033 dans 7 pays, selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé vendredi, arrêté au 8 octobre. Les soignants sont particulièrement vulnérables. 201 d'entre eux ont été contaminés au Libéria, dont 95 sont morts selon l'OMS. Après des mois de lutte contre Ebola, les personnels de santé du Libéria, le pays le plus frappé par l'épidémie, ont menacé de durcir leur grève ce lundi pour obtenir le versement de primes de risque. Dimanche, le président du syndicat du secteur, Joseph Tamba, a invité ses collègues à entrer en grève à compter de lundi. Une grève nationale dans tous les hôpitaux et centres de soins, y compris les centres de traitement d'Ebola. Des dizaines de malades sont morts d'Ebola dans la clinique Island de Monrovia depuis le lancement vendredi d'une grève perlée dans l'établissement. La situation était difficile à évaluer ce lundi alors que la plupart des médias ont été bannis des hôpitaux par les autorités libériennes. Loin du Libéria, des ambulances et des médecins en combinaison de protection vont être envoyés au domicile des personnes en Grande-Bretagne soupçonnées d'avoir contracté le virus Ebola. L'annonce a été faite par le ministère de la Santé ce lundi. Cette mesure doit éviter qu'un patient infecté par le virus se rende à l'hôpital et y contamine d'autres personnes. Elle a été annoncée alors que l'Espagne et les États-Unis ont fait état de 2 cas des soignants qui ont contracté Ebola dans ces 2 pays au contact d'une personne malade à l'hôpital. Pendant ce temps, l'équipe médicale norvégienne qui traite la norvégienne ayant contracté le virus d'Ebola lors d'une mission en Sierra Leone a informé ce lundi que cette dernière montre des signes d'amélioration. Quant à la France, elle réfléchit à l'envoi de moyens humains et matériels supplémentaires en Afrique de l'Ouest pour lutter contre l'épidémie. Il sera aussi question, d'après la ministre de la Santé Marisol Touraine, de l'instauration de contrôles sanitaires à l'arrivée des vols directs en provenance de Conakry. Les contrôles importants se situent au départ à l'embarquement, car c'est là que nous sommes absolument certains de pouvoir contrôler l'état de santé des personnes. Nous réfléchissons à l'éventualité d'un développement de contrôle à l'arrivée des vols directs de Conakry et simplement nous verrons si la situation appelle ce type de mesures. Toutes les informations seront données qui sont nécessaires pour que la population française se sente à la fois informée, accompagnée et rassurée. Qu'est-ce qu'elle fait bien courir le monde, cette épidémie du virus Ebola? Rendons-nous à présent en Syrie, plus précisément à Damas, où un petit groupe d'étudiants a créé une petite page Facebook pour recenser le nombre de tirs de mortier qui tombent sur la capitale, suivi aujourd'hui par plus de 300 000 internautes. Elle sert à identifier les lieux d'où proviennent ces tirs de mortier. Reportage. Dans les quartiers de Damas encore contrôlés par le régime de Bachar al-Assad, la vie des habitants est rythmée par les mortiers. Tirés depuis les banlieues tombées aux mains des rebelles, des dizaines touchent chaque jour aléatoirement les rues de la capitale. Avant de sortir de chez toi ou du bureau, tu veux savoir où sont tombés des mortiers. Peut-être qu'il y a beaucoup de mortiers dans tel ou tel quartier et donc tu préfères annuler ta sortie. Un petit groupe d'étudiants a donc créé une page Facebook pour recenser le nombre de tirs et surtout leur localisation et pour prévenir les Damascènes avant qu'ils sortent de chez eux. Un moyen de survivre alors que la guerre civile dure depuis plus de 3 ans et a fait déjà plus de 191 000 morts. On compte le nombre de mortiers qui tombent sur la capitale ainsi que les dégâts matériels et humains. Chaque obus est un sujet en soi, une souffrance. Et en fin de compte, nos martyrs sont plus que des numéros. La page Facebook est aujourd'hui suivie par plus de 300 000 personnes. Durant les 5 derniers mois, ils ont recensé près de 1100 tirs de mortier qui ont fait 138 victimes et des centaines de blessés. Aujourd'hui, un réseau d'une vingtaine de correspondances partage les quartiers de Damas. Nous sommes une petite équipe. Parfois, on réussit à aller directement sur le lieu du bombardement, mais parfois, ça prend un peu de temps. On va voir s'il y a des dégâts, des victimes ou des blessés afin de prendre les noms. D'après leurs estimations, le record du nombre de mortiers tirés sur la capitale reste lors des élections présidentielles syriennes de juin dernier, pendant lesquelles plus de 150 tirs avaient touché la capitale en une journée. Voilà, madame, monsieur, c'était le journal sur Sika TV. Mais avant de partir, le proverbe africain du jour dit
Le chien a beau avoir 4 pattes, il ne peut emprunter 2 chemins à la fois. Le chien a beau avoir 4 pattes, il ne peut emprunter 2 chemins à la fois. Le proverbe du jour nous vient du Togo. Merci une fois encore de nous avoir suivis. L'information est en continu sur notre site internet www.sikatv.info.